Plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés, c'est le lourd bilan humain, encore très provisoire, annoncé vendredi matin par le ministre de la Santé des 2 séismes survenus mercredi soir au Venezuela. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent dans les régions les plus touchées, notamment à La Guaira, juste au nord de la capitale Caracas. 2 séismes ont frappé le Venezuela à quelques minutes d'intervalle. Ces tremblements de terre de magnitude 7,2 et 7,5 selon le US Geological Survey marquent la pire catastrophe naturelle que le pays ait connue depuis plus d'un siècle. Le gouvernement, dirigé par la présidente par intérim Delcy Rodriguez, a émis des avis d'évacuation à l'intention de milliers de foyers. Les régions touchées vont de la côte jusqu'à l'Amazonie brésilienne. Le gouvernement annonce mobiliser ses ressources disponibles pour venir en aide aux plus vulnérables. La présidente lance un appel à une aide accrue de la part du secteur privé du pays ainsi que des nations voisines. Le Mexique, le Chili, l'Équateur et le Salvador, entre autres, ont acheminé de l'aide et envoyé des équipes de secours pour participer aux opérations de recherche. Les États-Unis, qui en début d'année ont renversé le président de l'époque, Nicolás Maduro, lors d'une opération militaire spectaculaire, ont suspendu certaines de leurs sanctions à l'encontre du pays jusqu'au 23 octobre afin de permettre les transactions liées à l'aide d'urgence après le séisme. L'Agence européenne des frontières, Frontex, inaugure à Lisbonne une nouvelle unité de commandement. Le contingent numéro 5 sera un commandement régional qui interviendra dans la péninsule ibérique, couvrant les frontières portugaises et espagnoles. Frontex devrait déployer plus de 300 agents pour renforcer la sécurité sur le Portugal continental et dans la région autonome des Açores, idem pour l'Espagne et les îles Canaries, ainsi qu'aux principaux points d'entrée en Europe, en Méditerranée occidentale. Le directeur de Frontex a assuré que les contrôles aux frontières dans les aéroports ne devraient pas susciter de préoccupations accrues dans un avenir proche, et ce malgré les défis posés par le nouveau système de contrôle européen. All member states are right now challenged at the borders, not only because of the numbers but also because of the introduction of new systems, but we will manage it, and Portugal will also manage it for sure. Frontex will do its utmost. We are here to support. I think we're already helping a lot. It will take time for sure, but I'm fully confident that Portugal will deliver with Frontex and later on perhaps even without Frontex, but for now we are willing and able to help, and we are helping. Le Portugal dispose déjà d'un renfort de 25 agents de Frontex, mais ce nombre pourrait passer à 60 agents dans les aéroports. Hoje as fronteiras europeias são sobretudo as fronteiras externas. Portugal e Espanha têm grande responsabilidade por força da pressão do Sul e da América Latina e por isso estamos a fazer o trabalho de reforço. É uma medida prestigiante para a Península Ibérica e para Portugal. Temos aqui uma unidade, temos mais gente e por isso este é o compromisso muito firme de Portugal, do Governo, relativamente à segurança do nosso território, do território europeu. L'une des principales préoccupations de l'Espagne à l'heure actuelle est la lutte contre l'immigration clandestine. Le pays se trouve en première ligne sur certaines des routes migratoires les plus fréquentées d'Europe. Por eso, luchar contra la migración irregular, trabajando con Frontex, nos ha conllevado, manteniendo esa política, a que haya decrecido la migración irregular un 70% en Canarias y en lo que es el continente, la parte de la península, un 30%. L'UE adopte aujourd'hui une position plus ferme face à l'immigration clandestine. En juin, de nouvelles règles à l'échelle de l'Union sont entrées en vigueur. Elles visent à renforcer les contrôles aux frontières et à accélérer les expulsions. Actuellement, 3800 agents de Frontex sont déployés à travers l'Europe. L'effectif permanent de l'agence devrait atteindre 10 000 agents d'ici 2027. La vague de chaleur continue de déferler sur l'Europe, menaçant les travailleurs. Jeudi, l'Institut syndical européen, le centre de recherche de la Confédération européenne des syndicats, a présenté un rapport proposant des mesures pour mieux les protéger face aux températures extrêmes. Andreas Louris, l'un des auteurs du rapport, rappelle que le danger ne se limite pas au sud de l'Europe. The problem is the worst in the south, of course, that's where we see most of the accidents. At the same time, though, we have been recording the highest increases of accidents in center and north of Europe. So south is already hot and it's a problem, but the center and the north are catching up very fast. Selon le rapport, près de 130 millions de travailleurs en Europe sont exposés au stress thermique en milieu professionnel, entraînant 277 000 accidents de travail et 230 décès chaque année.
Les vagues de chaleur, plus fréquentes et intenses en raison de la crise climatique, entraînent également une diminution de la capacité de travail. Well, the optimum temperature to work in is at 16 degrees Celsius. Beyond that, for every 1 degree Celsius, we have an average productivity loss of about 2% during work. Les auteurs du rapport appellent l'Union européenne à adopter une législation spécifique pour mieux prévenir les risques liés à la chaleur au travail. And what we propose is a mandatory heat risk assessment in order to oblige the employer to assess and to identify the risks that are related to heat exposure in their workplace reality. Only knowing what we're talking about, we can be able to protect workers and prevent the risks associated to heat exposure. Les chercheurs rappellent également que les vagues de chaleur constituent un phénomène mesurable et prévisible. La vague de chaleur continue de sévir en France avec 61 départements encore en vigilance rouge canicule vendredi. Une légère amélioration est attendue à partir de samedi avec la levée de cette alerte prévue dans 13 départements du centre et du sud-ouest du pays. Les températures restent toutefois exceptionnellement élevées et les Français usent de toutes les techniques pour se rafraîchir. Climatiseurs, eau et douche, des moyens auxquels n'ont pas accès les personnes sans abri qui peuvent difficilement échapper à l'environnement minéral des rues. À Marseille, Francis Verned, président régional de la Fondation pour le logement des défavorisés, effectue des maraudes pour tenter d'apporter de l'aide à ce public particulièrement vulnérable. Non, c'est vrai que le matin c'est très dur. C'est très dur, il fait très chaud. Et puis si tu ne te désaltères pas, à un moment donné, tu peux faire de l'insolation. Ouais, le plus dur c'est ça, et les douches aussi. C'est un public très fragile toute l'année. On pense plus facilement aux sans-abri en hiver. Mais en fait, la mortalité des sans-abri, elle est aussi, si ce n'est plus, élevée en été. Donc il y a une grosse problématique de chaleur. C'est partout en France. Aujourd'hui à Marseille, il fait très chaud. Et c'est compliqué pour des dizaines, si ce n'est des centaines de personnes qui dorment dehors et donc subissent des températures très dures la nuit et qui la journée sont contraints de chercher des petites zones d'ombre et il n'y en a pas toujours de disponibles. Le matin, c'est à l'ombre jusqu'à ce que les flics arrivent pour nous demander de partir parce qu'on dérange l'espace public, on va dire. Et du coup, après, on tourne en rond pour chercher des places à l'ombre et voilà, pour préserver les chiens de la chaleur. Pour pas qu'ils se brûlent. Il y a des gens qui meurent à la rue aujourd'hui parce qu'ils ont trop chaud. C'est impossible en France aujourd'hui en 2026 de l'accepter. Et du coup, on appelle le ministre du Logement, le ministre des Solidarités à repenser ça. Ce n'est pas des questions de budget, c'est des questions de dignité et de survie pour ces personnes. Selon le collectif Les Morts de la rue, près de 30% des décès de personnes sans abri surviennent durant la période estivale. La conférence sur la reconstruction de l'Ukraine est à la fois un signe de solidarité et l'un des plus grands événements économiques de ces dernières années, déclare la secrétaire d'État au ministère des Biens de l'État polonais à Euronews. Myślę, że odbudowa Ukrainy to jedno z największych, jeżeli nie największe wyzwanie w zakresie odbudowy po II wojnie światowej. Dlatego dzisiaj spotykamy się tutaj w Gdańsku, żeby rozmawiać, żeby przygotowywać się, żeby wspólnie podjąć ten wysiłek. Każda formuła pokazywania tego, że świat Zachodu współpracuje z Ukrainą, jest sygnałem dla Rosji niepokojącym, wskazującym na jedność Zachodu w tej sprawie. Pour les chefs d'entreprise, la reconstruction de l'Ukraine signifie également l'instauration d'une nouvelle norme de qualité qu'ils envisagent dans une perspective à long terme. My jako spółka Budimex chcemy skoncentrować się na wielkoskalowych projektach. Głównie są to drogi szybkiego ruchu plus kontrakty kolejowe. To nas najbardziej interesuje w pierwszych latach. Natomiast na pewno jesteśmy zainteresowani takimi skomplikowanymi projektami jak szpitale, jak elektrownie, a więc patrzymy na to szeroko, ale też patrzymy na to szeroko w długiej perspektywie czasu. Jeżeli chodzi o Budimex, patrzymy długoterminowo na 10 lat do przodu, a więc w takim okresie czasu uważamy, że będziemy aktywnie uczestniczyć przy odbudowie Ukrainy. Ce qui aiderait les entreprises à s'impliquer dans la reconstruction de l'Ukraine avant même la fin de la guerre serait d'obtenir des garanties financières de la part du gouvernement.
To jest moment, kiedy możemy rozpoznać ten rynek i to robi nasza spółka. Założyliśmy biuro w Kijowie. W tej chwili trwają prace zajmujące się szukaniem partnerów ze strony ukraińskiej, bo naszym celem jest współpraca z firmami z Ukrainy. Z partnerami zarówno w zakresie realizacji prac, ale też w zakresie projektowym i dzisiaj jeszcze, kiedy trwają działania wojenne, uważam, że to odpowiedni moment, żeby dobrze przygotować się do inwestycji, zaprojektować tę inwestycję, przemyśleć sposób realizacji tej inwestycji i znaleźć sposób, jak to umiejętnie wykonać. Environ 200 contrats et accords devraient être signés lors de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. L'Union européenne revoit ses ambitions à la baisse pour le processus d'adhésion de l'Ukraine. Bruxelles vise désormais l'ouverture de seulement 2 volets de négociations en juillet sur les relations extérieures et le marché intérieur, contre 5 initialement envisagés en raison du blocage de la Hongrie. Plus tôt ce mois-ci, l'Ukraine a ouvert un premier volet consacré aux fondamentaux de l'UE, portant notamment sur l'état de droit, la démocratie et la lutte contre la corruption. Après la défaite électorale de Viktor Orban en Hongrie en avril dernier, l'élan en faveur de l'élargissement s'était renforcé, son successeur Péter Magyar ayant levé début juin le veto hongrois sur ce premier volet. Le Premier ministre, qui estime qu'une ouverture rapide de l'ensemble des volets s'apparenterait à une procédure accélérée, refuse désormais d'augmenter le rythme des discussions. Un revers important pour Bruxelles, la Commission européenne ayant constamment affirmé que l'Ukraine était techniquement prête à entamer les négociations sur les 6 volets thématiques qui couvrent au total 33 chapitres.